Bonsoir Éric Archambault, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors on vous a connu aux avant-postes de la révolution technologique, d'abord comme entrepreneur dans la Silicon Valley, puis comme VC. Aujourd'hui, avec Astanor Ventures, un fonds d'impact investing que vous avez cofondé en 2017, on peut le dire, vous êtes un activiste d'une autre révolution, la révolution alimentaire. Pourquoi, selon vous, il y a urgence à agir pour la mener, cette révolution ? Je suis arrivé dans ce secteur par un chemin de traverse. J'étais le chairman d'une fondation non-for-profit, donc je suis arrivé par la philanthropie. Je travaillais avec Jamie Oliver à Londres dans sa fondation pour Food Education pour les enfants. Et j'ai commencé à découvrir l'ampleur du désastre qui existe depuis quelque temps dans ce système agroalimentaire. Et c'est un système qui, depuis 70 ans, a été progressivement optimisé pour arriver à fournir dans le monde entier des calories pas chères, mais pas de la nutrition, des calories. Donc c'est quelque chose qu'on fait. Et ça se retrouve dans le vocabulaire, dans le narratif de l'industrie. C'est toujours 3 pour le prix de 2. Aux États-Unis, où j'habitais longtemps, c'était all you can eat buffet. Donc voilà. Donc l'idée de valeur, c'est la quantité, mais pas la qualité. Donc ça a donné lieu à plusieurs choses. La première, c'est au niveau santé, on se retrouve aujourd'hui avec des épidémies de maladies diverses et variées qui sont liées à malbouffe. À la malbouffe, on a créé une épidémie d'obésité à travers le monde. Épidémie de diabète type 2 en français, et puis aussi des maladies cardiovasculaires, etc. On estime que ça coûte à peu près 4,5 trillions, 4 500 milliards par an de fixer les problèmes, de traiter les problèmes, donc c'est pas drôle d'ailleurs, de traiter les problèmes qui ont été générés par la malbouffe. Mais de l'autre côté, du côté agriculteur, c'est pas mieux. On a épuisé les sols depuis assez longtemps, puisqu'on pousse les agriculteurs à produire toujours plus pour moins. Et on est obligé aujourd'hui d'utiliser beaucoup d'intrants, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, beaucoup de choses comme ça, pour arriver à garder ce niveau de productivité mais on a épuisé les sols. Donc on a des deux côtés de la chaîne quelque chose qui n'est pas tenable. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut donc qu'on change. Est-ce que c'est le bon moment d'appuyer sur le bouton aujourd'hui dans un monde dont il sait qu'il est déjà extrêmement perturbé et soumis à plein de déséquilibres ? Alors, il y a une sorte de faux sentiment de sécurité qui est très dangereux aujourd'hui autour de l'agroalimentaire. On a l'impression que ça marche, que il y a un petit peu de pollution des eaux, qu'il y a un peu de pollution de CO2, mais que globalement ça marche bien. En fait, non. On a un système qui est hyper fragile. Quand on regarde de manière un peu plus précise, on a 3 piliers sur lesquels repose l'ensemble du système agroalimentaire du monde. La première hypothèse, c'est qu'on a un prix du baril de pétrole qui va rester pas plus que $65. Quand on regarde en fait les chiffres, etc., avec tous les intrants qu'on doit amener dans les champs, qui sont eux-mêmes, par exemple les engrais, c'est pas très connu, mais c'est fait essentiellement à partir ce sont des engrais synthétiques qui sont faits à partir du pétrole et qui consomment beaucoup de gaz ou de pétrole pour les faire eux-mêmes. Donc si on est au-delà de 65 $ par baril, on a un système qui est très instable. Deuxième hypothèse, l'eau est gratuite pour les agriculteurs. Ça, c'est l'hypothèse globale pour arriver à avoir un système qui se tient. On sait que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, ce qui se passe, j'étais dans l'ouest des États-Unis encore il y a 2 semaines, ce qui se passe dans l'ouest des États-Unis, entre l'Arizona, la Californie, c'est de plus en plus dramatique en termes de sécheresse. Et la troisième chose, qui est d'autant plus importante en ce moment, c'est que tout ça, toutes ces hypothèses sur l'agriculture aujourd'hui, les semences, les types de variétés de céréales, de fruits, de légumes, etc., qu'on fait pousser partout dans le monde, suppose qu'on reste dans une bande de climat qui est assez étroite. Si on en sort, on n'a plus rien. On peut regarder finalement d'une certaine façon, d'un point de vue systémique, si on regarde ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est comme si on avait une superstorm. On a une superstorm sur le 5e
la 5e région du monde la plus importante en termes de production de céréales. Et regardez ce qui se passe. Ça, c'est Superstorm, on va en avoir de plus en plus. Donc, on a cette idée que le système fonctionne, il est très, très, très fragile. Donc, il est temps de faire quelque chose. Alors, vous avez dressé ce constat, vous avez convoqué ici une urgence à agir. Qu'est-ce que tout ça, ça nous dit sur votre responsabilité, vous, d'investisseur? Alors, ce qu'on fait, nous, c'est... donc la bonne nouvelle, quand même, il y a un petit peu de bonne nouvelle, c'est qu'on a identifié, et c'est pour ça qu'on s'est lancé avec Astana Ventures, c'est qu'on a identifié des technologies qui peuvent amener des solutions pérennes pour tous ces problèmes qu'on a créés. Donc, mais ça demande effectivement de regarder les choses différemment. Comme disait David il y a quelques secondes, ce ne sont pas les grandes entreprises qui vont amener ce changement. On s'attend donc à ce qu'il y ait des entrepreneurs qui vont saisir ces opportunités de disruption technologique, que ce soit dans la biotechnologie des sols, que ce soit dans l'agriculture de précision, que ce soit dans des fabrication de protéines alternatives pour éviter d'avoir autant de pression sur l'environnement aujourd'hui avec les élevages intensifs, etc. Et dans la chaîne, la distribution aussi. Et puis aussi, quelque chose qui est nouveau et qui est l'adéquation progressive ou la personnalisation, hein, c'est un peu ce que disait David ce qui est en train de se passer avec Web 3.0. On va probablement sauter directement de agriculture 1.0 à agriculture 3.0 et on va avoir une adéquation progressive des microbiomes des gens à la nourriture et à l'environnement, parce qu'on oublie aussi qu'on s'est un peu déconnecté des sols depuis quelques temps. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on regarde des investissements qui vont avoir la capacité de nous ramener vers un système qui est beaucoup plus pérenne et progressivement régénératif. Avec une particularité, peut-être dans votre domaine d'intervention, l'agriculture, on se dit que quand on aborde l'investissement avec cette notion d'impact, finalement, il y a un quick win qui est assez rapide. On voit la transformation très vite de l'impact de l'investissement qu'on a fait. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est vrai, mais en même temps, ça demande, je pense que ça demande à tout le monde d'avoir les yeux ouverts sur les autres solutions qui existent aujourd'hui. Je prends un exemple. Quand on va acheter je ne vais pas donner de nom de marque, mais on va acheter un burger, c'est la grande mode des burgers à partir de plantes. Donc imaginez un burger à partir de soja ou un morceau de poulet à partir de soja. Et on se dit, voilà, je fais quelque chose de bien pour la planète parce que c'est du soja et pas du bœuf ou pas du poulet. Mais en fait, il faut regarder d'où vient ce poulet. Il faut regarder toute la chaîne. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les life cycle analysis. Donc, ce que nous faisons avec Astanor, c'est regarder les solutions dans leur ensemble et dans toute la chaîne de valeur. Quelle est l'implication de cette nouvelle technologie, de cette société qui va proposer quelque chose de nouveau dans la chaîne de valeur. Mais je pense que c'est très important que progressivement, cette réintégration au fond des coûts cachés, des coûts qui peuvent, par exemple, dans le cas du soja, du Brésil, enfin de la soja qui peut venir du Brésil, qui peut avoir eu une contribution très négative sur l'environnement, mais là-bas, donc on ne regarde pas trop ici aujourd'hui, il peut avoir une contribution très négative au niveau social sur les agriculteurs qui, là-bas, vont être exposés à des pesticides qui sont interdits ailleurs. Mais c'est encore une fois, aujourd'hui, on ne va pas regarder ça, c'est un coût qu'on appelle aujourd'hui les externalités. C'est pour donner une idée du fait qu'on ne les regarde pas du tout. Et ça, c'est le propre de l'impact investing, c'est de réintégrer à l'intérieur des coûts réels des produits ou des services, les coûts externes qui sont aujourd'hui pas pris en compte. Donc pour mieux appréhender cette chaîne de valeur de la production, là, jusqu'à la consommation. Est-ce que vous diriez que cette démarche-là, elle trouve aujourd'hui un écho particulier auprès de la jeune génération d'investisseurs, de gens qui sortent des écoles, qui ont envie de venir rejoindre les rangs des fonds de private equity? Être un fonds d'impact, c'est un facteur d'attractivité pour les talents? Alors déjà, pas que des jeunes investisseurs, puisque je voudrais quand même remercier la BPI qui était un des premiers investisseurs à nous regarder et dire mais voilà, c'est le futur, l'impact investing, l'agri-food tech. Je pense aujourd'hui, quand on a commencé à recruter dans différents pays, donc on a recruté un peu partout en Europe, aux États-Unis,
on a vraiment accès à un pool de talents très varié. Et on arrive à faire venir, malgré le fait qu'on soit encore tout petit, jeune, inexpérimenté, on arrive à faire venir des jeunes d'une qualité exceptionnelle. Parce que justement, on fait un métier que beaucoup de jeunes veulent faire dans cette génération. Moi, quand j'étais plus jeune, disons, au milieu de ma vie, tout le monde voulait devenir entrepreneur, c'était bien. Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir investisseur. Il faut se demander pourquoi, à quoi ça correspond. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si on est investisseur et qu'on a du sens dans ce qu'on fait, on a l'impression d'avoir vraiment un impact positif, social et environnemental, je pense qu'on peut avoir des talents qui sont les meilleurs. Merci beaucoup Eric Archambault. Je vous propose qu'on accueille Florent Debienne qui est en charge de l'investissement dans les fonds innovation au sein de BPI France pour qu'il vienne partager avec nous la vision et l'ambition de BPI sur cette classe d'actifs. Bonjour à tous, merci Eric d'avoir partagé tes convictions qui sont au moins aussi fortes qu'il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, quand tu es venu nous présenter, je me rappelle avec Benjamin, ton projet de fonds Astanor. On a adhéré à la thèse, on a investi, on vient d'investir dans ton deuxième fonds. Si tu es là aujourd'hui, on t'aime bien, c'est aussi parce qu'on voulait montrer que l'agro et la filière agroalimentaire dans son ensemble est vraiment un secteur stratégique pour BPI France. Tu as beaucoup parlé des enjeux, ils sont considérables, hein, on parle de santé publique, on parle de géopolitique, on parle d'économie, on parle de balance commerciale. Nicolas en parlait tout à l'heure, hein, l'industrie agroalimentaire, on peut en être fier, c'est excédentaire de 8 milliards. Si on enlève le vin, le cognac, c'est déficitaire de 6 milliards. Aujourd'hui en France, si vous prenez les fruits et légumes, 1 sur 2 est importé. Donc il y a quand même des gros enjeux de souveraineté. D'emplois, 1,5 million d'emplois si on considère la filière au global. Et c'est important pour BPI France parce que c'est par les startups, c'est par les PME et c'est par les ETI que le changement va intervenir, notamment sur la lutte contre le changement climatique, parce que les grands groupes sur ce secteur sont clairement à la traîne. Si on compare l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire, il y a un multiple de x20 entre les budgets recherche et développement annuels. Donc c'est vraiment par ces petits acteurs que l'innovation va se faire, par les fonds. Donc on est très heureux d'en accompagner dans notre stratégie. Alors on le fait comme pour tous les secteurs stratégiques pour nous, c'est un peu toujours la même idée. On essaie de couvrir toute la chaîne de valeur, d'assurer un continuum de financement sur toute la chaîne, de la start-up jusqu'aux PME, jusqu'aux ETI, avec des fonds d'innovation, c'est les fonds AgTech, c'est les fonds FoodTech et les fonds de private equity qui adressent les entreprises du secteur plus traditionnel. On le fait en accompagnant sur la durée les acteurs, les pionniers de l'industrie qui font ça depuis plusieurs années. On peut penser à Capagro, on peut penser à Demeter sur l'innovation, on peut penser à Cerea avec toute sa gamme de fonds sur le CapDev. On a à cœur d'accompagner les nouvelles équipes. Quand elles sont différenciées, quand elles ont un track record. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple avec French Food Capital sur le CapDev en private equity. C'est ce qu'on a fait avec la pratique biotech industrielle chez Sofinnova. C'est ce qu'on a fait avec le fonds Blue Ocean de Sven. C'est ce qu'on a fait avec Five Seasons sur la food tech. Une équipe italienne qui était basée au UK et qui vient s'installer à Paris pour créer son premier fonds. Donc c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. On le fait aussi en investissant de manière très sélective dans les meilleurs fonds internationaux qui s'intéressent à la France, comme le tien, parce qu'on pense, et Benjamin l'a rappelé, que c'est très très bon pour stimuler l'écosystème. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si on prend tous ces fonds spécialisés, si on prend aussi la part des fonds de CapDev généralistes qui intègrent pour la plupart l'agro dans leur thèse d'investissement, et les fonds impact de plus en plus importants, notamment sur la tech, qui aussi ont une verticale food ou ag de plus en plus présente, ça fait qu'indirectement, on a déjà financé plus de 300 sociétés en CapDev et plus de 150 en start-up. J'aurais plein d'exemples à donner. Benjamin m'a donné que 2 minutes, donc je peux pas trop en citer. Allez voir le site internet d'Eric, parce que c'est vraiment fascinant les startups qu'il peut financer. On va continuer à le faire. Et encore merci, Eric.
Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous deux, merci bien.